Bonjour et bienvenue à l'émission Islam. Je suis extrêmement heureux de m'adresser à vous ce matin. Bienvenue à votre émission. Aujourd'hui, nous allons parler d'un événement éditorial d'une grande importance. C'est la parution chez Albin Michel de cet ouvrage consacré à l'histoire de l'islam et des musulmans en France, du Moyen-Âge jusqu'à nos jours. C'est sous l'impulsion donc de l'éditeur Jean Moutapa, qui est ici, qui va nous en parler, et sous la direction scientifique du professeur Harkoun. Professeur Harkoun, vous êtes professeur émérite à l'université La Sorbonne Nouvelle, et vous êtes professeur associé et attaché à plusieurs universités de par le monde. Et vous, Jean Moutapa, éditeur et aussi écrivain. Bienvenue à l'un et à l'autre. Merci. Bonjour. D'emblée, pouvez-vous nous parler de la genèse de ce projet qui est de taille? Oui, c'est on peut dire une grande aventure collective qui a commencé il y a presque 3 ans. Donc en fin de compte, pour un ouvrage comme ça, c'est relativement rapide. Je pense que la genèse, à vrai dire, il y a plusieurs réflexions qu'au sein des éditions Albin Michel, on a eues. D'abord, la première est évidente, c'est que l'islam est à la une de l'actualité sans cesse, et à la une de l'édition, et on assiste même à une sorte, je dirais, de pléthore de publications sur les dangers de l'islamisme, ceci, cela. Très bien, mais on a en fait peu de synthèse, peu de grands travaux de synthèse, et il me semblait que la question de l'islam en France ou en Europe, ça ne date pas du 11 septembre, ça ne date pas de la révolution iranienne ou des années 80, ça ne date pas de des grandes vagues d'immigration des années 60-70, ni même de la guerre d'Algérie. Ça date de siècles et de siècles. Vous-même dites que c'est une question qui était attachée à la France avant même que la France fût France. Si on parle de 732, cette fameuse bataille de Poitiers plus ou moins mythique, c'est avant que la France soit une nation. Oui, bien sûr. Elle n'est même pas en construction. Vous avez dit mythique, professeur Harkoun. Vous parlez de mytho-histoire, si vous pouvez nous expliquer tout ça. Oui, oui. Alors vous êtes la caution scientifique de l'ouvrage. La caution, c'est trop dire, parce que les collègues qui ont travaillé sont des spécialistes de très grand renom. On les a choisis et ils nous ont fait l'honneur et le plaisir aussi de collaborer à cette entreprise. Alors nous verrons tout à l'heure un peu sur quels critères les auteurs... Personnellement, dans cet ouvrage se réalise une de mes préoccupations constantes, à la fois en tant que chercheur dans le domaine de l'histoire de la pensée islamique et aussi comme enseignant, donc quelqu'un qui transmet des savoirs à l'université et aussi au grand public à travers les conférences. L'idée principale, c'est d'être un médiateur culturel et intellectuel entre deux mondes, deux parcours historiques, le parcours européen de l'histoire et en particulier le parcours français à l'intérieur de l'Europe de cette histoire et le parcours de l'islam en tant que pensée et aussi en tant que culture et religion. Alors, la présentation de ces deux parcours, jusqu'à présent, n'a jamais été faite d'une façon réfléchie, systématique, coordonnée, avec l'accord qui est manifesté dans chacune des contributions des grands noms, des historiens français qui ont collaboré à ce travail-là. Je considère que c'est un très grand succès intellectuel et aussi une sorte de manifeste de ce qu'est l'histoire en tant que métier, car c'est un métier, l'histoire, c'est un grand métier.
Et les historiens de métier, comme disent ceux qui le pratiquent, n'est-ce pas, sont tous là réunis pour dire des choses sur ce sujet capital, autrement que ce à quoi nous sommes habitués. Mais pardonnez-moi, je voudrais revenir un peu au début de l'histoire, l'histoire de la genèse du projet. Oui, c'était une idée un peu folle quand même, parce que très cher aussi au niveau de l'investissement de l'éditeur. Mais j'avoue qu'elle venait aussi de mon côtoiement depuis des années avec le professeur Harkoun, c'est-à-dire avec cet enseignement qu'il a depuis toujours, de mettre en évidence une histoire des mythologies. Oui. Non pas une histoire seulement des faits, une histoire récit, je dirais, des faits qui ont fait événement, mais une histoire de la construction des événements. Oui. On parlait de 732, c'est une escarmouche, en réalité, oui, qu'on a mythifiée. C'est évident que gonflé démesurément. 732 est un fait, mais ce fait est construit au cours de l'histoire, et notamment au XIXe siècle, c'est-à-dire bien longtemps après. Il est construit d'une certaine manière, et il évolue en fonction des idéologies de l'époque. L'idéologie de la colonisation, l'idéologie de la chrétienté, etc. Donc, voilà, ce qui m'a vraiment poussé, presque obligé, à me lancer d'abord avec Mohamed Harkoun, et puis ensuite à solliciter les plus grands historiens sur ces sujets, c'était un certain dépit, une certaine inquiétude même, je dirais, par rapport à cet éclatement des mémoires dans notre pays. Moi, je dis toujours, notre pays est soumis à une mémorialite aiguë. Oui. C'est-à-dire une sorte de dysfonctionnement pathologique des mémoires. Alors les uns vont parler de la mémoire de la colonisation, les autres vont défendre le monde harki, les autres le monde pied noir, les autres vont parler de l'esclavage. Et toutes ces mémoires, d'ailleurs, là il y a quelque chose aussi de très dangereux, toutes ces mémoires particularistes, je dirais, vont vouloir se mettre en concurrence avec la mémoire victimaire. Oui, mais la mémoire victimaire qui a été reconnue par la nation en tant que telle. Je parlais de la mémoire de la Shoah. Et il y a là quelque chose d'extrêmement dangereux parce qu'il y a dans ces pics la mémoire du monde noir aussi, de l'esclavage, etc. Alors, justement, est-ce que vous pensez, professeur Harkoun, que cet ouvrage répondra à ces questions, à lever la méconnaissance, pallie les différents problèmes, et les historiens qu'ont-ils à dire? Je suis persuadé, en tout cas, que la lecture de cet ouvrage va permettre de découvrir un regard sur les cultures et les modes d'interprétation de ces cultures qui, jusqu'à présent, ont été en conflit permanent. L'islam est entré en conflit théologique avec les deux religions monothéistes précédentes dès le début. Parce que théologiquement, l'islam rompt à la fois avec le judaïsme et avec le christianisme. Et c'est un conflit théologique, c'est-à-dire ça touche au fondement même de toute cette aventure monothéiste. En dépit de la filiation. En dépit, par ailleurs, de la filiation. Alors aujourd'hui, le dialogue islamo-chrétien, le dialogue judéo-islamo-chrétien aplanit tout cela. Moi, je mets l'accent sur cette rupture théologique qui va nourrir pendant des siècles non seulement des ruptures, mais des conflits politiques constants qui se sont succédés. On va voir la succession. Et alors, au lieu de décrire ces conflits comme des événements politiques qui passent les uns après les autres, à chaque conflit ressurgit justement ce socle théologique qui intègre chaque conflit comme une plateforme de résistance et de rejet de l'autre, et le rejet est réciproque. J'appelle ça des systèmes théologiques d'exclusion réciproque. Oui, et vous ça, c'est très important. Cette définition que j'ai donnée depuis très longtemps
de l'histoire des trois théologies monothéistes. Pas des théologies en tant que structure dogmatique pour chaque communauté, mais de l'histoire, justement, de ces formations dogmatiques. Pour les croisades, par exemple, c'est évident. Et en même temps, je rajouterais, par ces conflits, chacun se définit une identité. Oui. Il est en train de se définir une identité. Pour les croisades, c'est assez évident, puisque c'est là que naît au début la notion de chrétienté, c'est à l'encontre du monde sarrasin, la notion même d'Europe et d'Européens, les mots même interviennent à l'occasion de ces conflits. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, bien sûr, si on fait la somme de tout ce qui est... nous avons 3/4 de guerre, de polémiques, de malentendus, de conversions forcées, de ceci, de ça. Mais, en même temps, ça fait partie de notre histoire. Nous ne nous serions pas définis nous-mêmes, je dis nous-mêmes, je dirais l'entité France et l'entité islam, sans la présence de l'autre. Et on s'aperçoit petit à petit qu'en fin de compte, c'est notre histoire commune. Et si ce livre pouvait servir à quelque chose, qu'on se dise, malgré toute cette somme de conflits, etc., c'est notre histoire commune, on le voit, la littérature, les arts, la pensée française ne serait pas ce qu'elle est sans cette présence scandaleuse, polémique, mais sans cette présence quand même de l'autre. Est-ce que vous pensez aussi, professeur Harkoun, que ceci aidera les musulmans eux-mêmes à avoir un regard sur leur propre histoire et le lien avec la France? C'est absolument évident. J'espère de tout cœur que dans tout le Maghreb francophone, l'Afrique francophone, mais j'espère aussi qu'il va être traduit en arabe, pour qu'il soit lu en arabe. Ou dans les autres langues véhiculaires. Cet ouvrage va justement vider des abcès qui ne cessent de se refaire, si je puis dire. Nous sommes en train de vivre des moments qui ont été vécus depuis le Moyen-Âge, à répétition, et toujours sur la base de la légitimité reposant sur la défense d'une vérité exclusive que chacun dit posséder à l'exclusion des deux autres. Dans le cadre du monothéisme. Ceci a couvert l'ensemble de l'espace méditerranéen. Le concept d'espace méditerranéen comme espace d'histoire, mais d'histoire de la pensée, de l'histoire des enjeux de pensée. Pas des enjeux de politique, de prestige, d'économie, de stratégie, de domination, etc. Ça existe aussi. Mais il faut ce regard sur les enjeux intellectuels, sur les enjeux de connaissance de ces conflits qui, par ailleurs, ont produit des tonnes et des tonnes de livres jusqu'à présent, mais qui, on le voit, pratiquement n'ont aucun effet, parce que nous vivons avec des passions. Et nous vivons plus que jamais avec des passions, et même des haines. Professeur Harkoun, vous avez parlé de passion qu'il faut savoir apaiser. Maintenant, revenons à l'élaboration de l'ouvrage. Comment ça s'est passé, le modus operandi? Comment vous avez réuni les collaborateurs, les historiens? Comment ça s'est passé? Très simple. À vrai dire, l'autre constatation, c'était que, je dirais, les travaux, les recherches existaient. Oui. Simplement, elles étaient éclatées entre médiévistes, 16e, 17e, histoire de la guerre d'Algérie, du monde contemporain, etc. Et il s'agissait de faire une grande synthèse, mais les auteurs n'étaient pas très difficiles à trouver. Les recherches extrêmement intéressantes étaient là. Ce qui nous a étonnés, par contre, c'est que il y a un peu plus de 2 ans, lorsque, sous l'égide du professeur Harkoun, on a lancé donc les appels, les réponses ont été quasi immédiates. Oui. Et les historiens... c'était... Moi, je craignais ça, parce que je sais combien nous sommes tous écrasés de travail, l'emploi du temps, écrire un article, promettre un article est quelque chose de terrible pour nous. Et non seulement immédiate, mais souvent très enthousiaste, c'est-à-dire qu'en fin de compte, je prends notamment les médiévistes parce que le cas
est intéressant. Travaillant sur ces histoires, alors on avait beaucoup plus de recul évidemment vis-à-vis du Moyen-Âge, donc on peut travailler sur l'histoire des mythologies, l'histoire de l'image de l'autre dans l'art, dans la littérature, etc. Oui, rappelons qu'il y a une soixantaine de collaborateurs et d'historiens. Oui, 70. 70, plus exactement. Ouais. Et donc, les médiévistes faisaient des travaux extrêmement intéressants sur cette histoire des mentalités, en quelque sorte, sans avoir beaucoup d'écho, enfin, c'est-à-dire sans avoir surtout, sans que le lien soit fait avec l'histoire contemporaine. Oui. Et donc, tout d'un coup, ils étaient extrêmement intéressés que leurs travaux acquièrent comme ça une valeur citoyenne, je dirais, pour être mis en écho avec l'histoire la plus contemporaine. Alors, vous faites le lien justement pour cette question sur le contenu proprement dit. Vous avez une répartition en 4 temps, Moyen-Âge, temps moderne, la contemporanéité, oui. plus temps présent. Oui. Donc, pourquoi ce choix? Alors justement, pour ça, nous avons beaucoup discuté, nous avons appris ensemble, enfin, on s'est enseigné les uns aux autres, comment insérer le rythme d'évolution du côté islamique au rythme d'évolution historique du côté européen. Ce qu'on appelle la périodisation de l'histoire. Alors, en Europe, tous les manuels d'histoire nous disent il y a d'abord l'Antiquité. Bon, l'Antiquité, on n'en parle pas puisque l'islam commence au début du 7e siècle. Donc, Moyen-Âge, temps moderne, temps contemporain, étant présent. Voilà. Le rythme d'évolution que tous les Français connaissent, partagé, je crois, par l'ensemble des Européens, ou disons des Occidentaux, les Américains aussi, ils entrent dans ce schéma. Mais le rythme de l'islam est différent. C'est très important pour eux. C'est très important. Et là, j'ai tenu à clarifier ça. Pour l'islam, le temps d'épanouissement, le temps de la grandeur, l'islam dans sa première grandeur, et c'est un titre d'ouvrage de Gaston Viette, qui était professeur au Collège de France, ou de Lombard, bref, c'est le 7e siècle jusqu'au 13e siècle, qui est le Moyen-Âge en Europe, et comme on disait tout à l'heure, la France n'était pas encore tout à fait née. Elle va commencer à naître à partir du 9e, 10e, alors que l'islam était 9e, 10e, 9e siècle à Bagdad, c'était formidable. Là, c'est l'histoire de la pensée, ça concerne l'histoire de la pensée. À partir du 13e siècle, voici l'Europe qui part, ascension continue, modernité, c'est-à-dire des sauts considérables dans le domaine non seulement de la pensée, mais de la connaissance scientifique. Et ça entraîne le domaine politique, tous les domaines. Et du côté musulman, c'est le retrait. Le retrait. Et le retrait par rapport à soi-même, pas seulement par rapport à l'Europe qui est là, contiguë. Et le retrait principal, c'est l'Empire ottoman qui démarre en 1453 avec la prise de Constantinople, disons jusqu'à la bataille de Lépante, 1571, c'est un grand moment de l'histoire. On s'est arrêté à la bataille de Lépante parce qu'elle traduit les imaginaires de part et d'autre. Et donc là, il faut comprendre ces deux temporalités qui marchent en sens inverse. Et cette marche en sens inverse, nous y sommes aujourd'hui dans une sorte de point le plus profond, où je n'osais, c'est pas culminant en tout cas, c'est culminant pour les uns et pas du tout culminant pour les autres. Et ça, c'est extrêmement éclairant. Bien. Jean Moutapa, y a-t-il d'autres dates un peu jalons, dates références au cours de ce grand pèlerinage, cette visite de la tapisserie des siècles? On a des dates. Si vous voulez, ce qui est intéressant, bon, bien sûr, c'est les dates. Par exemple, l'expédition d'Égypte marque une rupture, enfin, un grand début, à la fois un début dans la colonisation, mais le début de l'orientalisme, les Saint-Simoniens qui vont en Égypte, le début d'un réel intérêt avec quelques conversions de Saint-Simoniens à l'islam, qui auront des répercussions après, durant tout le XIXe siècle. Mais ce qui est important, si vous voulez, on s'est attaché, alors bien sûr il y a des dates, et chaque partie
est annoncé par une grande chronologie avec les dates essentielles, parce que ça, il faut avoir des repères. Puis il y a des points, des contrepoints, des nota bene, c'est formidable, Voilà. c'est extrêmement oui, bien fait. pour aider le lecteur. Quand Mais même. si vous voulez, ce qui nous a intéressé, c'est les grands mouvements, quoi. Hein, les grands mouvements. Donc, par exemple, tout le XVIIIe siècle, bon, il n'y a pas de grandes dates majeures, on peut dire. Et ce qui nous intéresse, c'est, voilà, que pensent les Lumières? Que dit Diderot de l'islam? Que dit Rousseau? Que dit Voltaire? Quelle est l'évolution de Voltaire? Pourquoi? Parce qu'il a lu Bougainvilliers, etc. Voilà, ça, qu'est-ce qui s'est passé dans la pensée française, dans ce rapport à l'islam qui a toujours été instrumentalisé? C'est-à-dire que l'on parle des Sarrasins, ou des Mahométans, ou de l'indigène pendant la colonisation, Ou des morts. ou du travailleur nord-africain dans les années 60-70, Ou des têtes de Turcs. ou du turc. On instrumentalise toujours l'autre. L'autre est une étiquette derrière laquelle on met, par exemple... alors, on est parfois étonné. On n'y met pas l'islamisme, hein, qui n'existe pas encore. On y met, au XVIIIe siècle, on y met essentiellement un esprit de tolérance. Ou alors le despotisme. Mais un despotisme qui s'accommode d'une tolérance religieuse qui n'existe pas en France après Louis XIV. Oui, c'est un Hein, moyen donc, justement de lutter contre Donc, l'intolérance. on va faire l'apologie de cela. l'islam à ce niveau-là. C'est ce que fait aussi, d'une certaine manière, Alors- Montaigne, qui a des paroles très intéressantes sur l'islam. Bien, professeur Harkoun, cette approche n'est pas une simple succession, une présentation chronologique. Il y a d'autres aspects qui Non, chaque couvrent article, le champ d'activité humaine. chaque article appelle la réflexion, mobilise la réflexion du Mais ça lecteur. couvre Il tous lui les donne aspects pas de des l'activité connaissances comme humaine. ça en vague, mais par exemple, Jean Flory, quand il parle des croisades, eh ben, c'est terrible. C'est terrible, c'est formidable. C'est très profond, Parce ça appelle que ça n'a réflexion. rien à voir avec justement le discours de victimisation que nous connaissons depuis très longtemps. Il y a des et aspects qui se civilisationnels, répètent. culturels. Et c'est un regard critique des deux côtés. Et les deux côtés peuvent se regarder, agir en quelque sorte dans l'impossibilité de franchir les frontières dans lesquelles ils sont prisonniers mentalement les uns par rapport aux autres. Ça, c'est une écriture de l'histoire absolument magnifique. Magnifique. Et ce type d'histoire a une fonction libératrice considérable. Je l'ai éprouvé personnellement avec mes différents auditoires, et je suis sûr et certain que ce livre, par exemple, les professeurs d'histoire au lycée, nous pensons au lycée, ça va servir au lycée pour présenter l'islam cette fois-ci comme un acteur d'un ensemble historique qui est la Méditerranée. Ça n'est pas comme protagoniste à mettre dehors ou à dominer, mais comme acteur. Et est-ce qu'il y a à part aussi entière. des parties consacrées cette fois-ci, non pas à l'approche conflictuelle et d'opposition, mais aux échanges culturels et aux rencontres? François Ier et Oui, vous allez voir, et François Soleiman Ier, le Magnifique. et comme il apparaît, et Gilles Weinstein, Charlemagne et Haroun qui nous a al-Rachid, donné des articles vraiment magnifiques sur cette période. Gilles Weinstein, qui est le professeur au Collège de France de l'histoire ottomane. Et voilà, l'histoire ottomane, 4 siècles d'histoire. Et les Ottomans apparaissent comme un obstacle dans la Méditerranée. La piraterie, les barbaresques, etc., etc. Et là, c'est un acteur de l'histoire. Et chacun, je le répète, enfermé dans son univers de vérité, au pluriel, et qui converge vers la vérité fondamentale, qui longtemps a été la vérité religieuse, et qui, après la modernité, devient la vérité de la modernité, c'est-à-dire ça continue. Et là, j'ai 2 concepts, je ne me rappelle plus si je les ai utilisés dans l'introduction, qui pour moi sont des concepts clés. On peut peut-être prendre un peu de temps tout à l'heure pour les expliquer. C'est je distingue la mytho-histoire et la mytho-idéologie. Alors, oui, mais... Alors, la mytho-histoire, c'est l'écriture des historiographies, soit des communautés religieuses au temps où les communautés religieuses commandaient justement l'historiographie et orientaient l'historiographie. Et avec la modernité, ce sont les États-nations.
c'est-à-dire les idéologies modernes. On passe de la mytho-histoire à la mytho-idéologie. La mytho-idéologie, c'est tout ce que nous avons connu pendant la période coloniale. Et ça, cette mytho-idéologie, il faut la voir fonctionner comme nous voyons fonctionner au Moyen-Âge les imaginaires sociaux, animés par des références religieuses, et là, animés par une modernité qui est évidemment quelque chose de positif, mais qui, par rapport à cet acteur dans l'espace méditerranéen qu'est l'islam, va devenir quelque chose, justement... il y a un portrait de Tocqueville. Nous avons été étonnés de trouver une intervention de Tocqueville, ce grand esprit qui a écrit ces choses magnifiques sur la démocratie. Eh bien, à propos de la conquête de l'Algérie, il y a là... On dit souvent que le Tocqueville de l'Amérique n'est pas le Tocqueville de l'Algérie. Hélas... mais il faut conserver les deux. Ce qui nous intéresse, c'est que c'est le même. Ce qui nous intéresse, c'est Jules Ferry. C'est cette idéologie coloniale, par exemple, qui a ces deux versants-là, une idéologie d'expansion de la démocratie et de civilisation, etc. Et sans cacher, bien sûr, et les chapitres sont là, sur les actes barbares qui se multiplient et qui sont la négation même de ce discours idéologique. Et ce qui est intéressant, c'est l'ambiguïté. C'est l'ambiguïté de ces discours-là. Donc cet ouvrage qui doit répondre à toutes ces questions est destiné, le professeur Harkoun a dit, à des lycéens, mais aussi à tous ceux qui veulent en tout cas aux professeurs d'histoire qui enseignent l'histoire au lycée, pour essayer justement d'apporter ce que nous ne cessons d'appeler le regard sur les cultures et les systèmes de pensée. Et je dirais aussi, et pas seulement sur les événements. Je dirais à l'honnête homme, aux citoyens de ce début de siècle, français, qu'il soit musulman ou non musulman, pour connaître sa propre généalogie. On termine par un contrepoint long, en guise d'épilogue, si vous voulez, de Abdelwahab Medeb, qui parle de la double généalogie, qui est la sienne en tant que d'origine maghrébine, mais qui est la mienne en tant que Français, chrétien, non musulman. J'ai une double... Le lecteur citoyen français non musulman va se découvrir une généalogie musulmane. Oui. Et oui. Bien, et c'est ça qui est, si vous voulez, qui est intéressant dans le... De toute façon, c'est passionnant ce que vous avez fait, ce que vous avez produit. Nous aurons à lui consacrer l'émission à venir. Celle-ci arrive à son terme. Merci, professeur Harkoun. Merci, Jean Moutappa. Je présente vos ouvrages parce que vous n'êtes pas qu'éditeur, mais aussi écrivain. Vous avez donc commis cet ouvrage sur les religions en dialogue chez Albin Michel. Et puis, c'est vrai qu'il y avait cette épopée de Choufani, du père Choufani, un arabe face à Auschwitz, la mémoire partagée aussi. Professeur Harkoun, un de vos ouvrages derniers, c'est d'abord La pensée arabe, au PUF. Et puis, Humanisme et Islam, combat et proposition chez Vrin. Et puis, chers amis téléspectateurs, voilà, l'histoire de l'islam et des musulmans en France, du Moyen-Âge à nos jours. J'aurai le plaisir de vous retrouver dimanche prochain pour poursuivre autour de cet ouvrage et autour de cette question de l'islam et des musulmans en France et en Europe. Merci, à dimanche prochain, excellente semaine. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وأسعدنا وسندنا ونبينا